Aujourd'hui, l'art de presque savoir sort de l'écran pour rendre hommage aux 150 ans de l'opéra et vous donne rendez-vous dans le monde réel. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au vocabulaire du théâtre. En effet, il est très imagé, argotique et nécessaire pour bisuter les petits nouveaux. Le vocabulaire utilisé à l'opéra n'est pas celui de tous les jours. C'est un vocabulaire imagé qui s'est construit en fonction des époques et des corps de métier qui venaient travailler à l'opéra. Le cheminot, sur les rails le jour, dans les théâtres la nuit, va nous laisser un certain nombre d'expressions venant de son métier. Aller au charbon, et roule ma poule, ou garez-vous tous. On va retrouver toutes les professions saisonnières à l'opéra. Les maraîchers en font partie, travaillant moins les périodes d'hiver que les périodes d'été. Ils vont donc arriver eux aussi avec leur propre vocabulaire. Ils vont vendre leur salade. Les marins sont nombreux aussi sur les cages de Seine, pour différentes raisons. Un travail qui est un travail, lui aussi, qui peut être saisonnier en fonction des campagnes de pêche. Un travail qui est difficile et qui voit les marins devoir choisir une autre profession. Et surtout le fait que travailler dans une cage de Seine, c'est bien souvent travailler en hauteur. La cage de Seine de l'opéra fait près de 65 mètres de haut et que la plupart des gens souffrent du vertige à 65 mètres de haut. On embauchait donc des gabiers, ces marins qui travaillent sur les hauts mâts, pour répondre à cette problématique des hauteurs. Extrêmement nombreux, ils vont donc laisser aussi leur vocabulaire. Dans un théâtre, on peut dormir sur la lisse, on peut prendre le raide, on peut donner du mou, et on va retrouver un vocabulaire lié au bateau, comme le bout, la drisse, le cabestan. Toutes les expressions qui au théâtre vont avoir un sens technique très précis pour les membres de la caste et qui permet, entre autres, de bisuter les petits nouveaux. Frappons les trois coups et nous allons à notre tour pénétrer dans cette tradition du vocabulaire théâtral. Gardons le monde des marins avec le C pour le mot corde. C'est un mot qu'il est interdit de prononcer au théâtre. Au théâtre, il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne souhaite pas bonne chance, on dit merde. On ne dit pas corde, on dit autre chose. Pourquoi? Parce que ce mot, en plus de son charme sinistre, traîne une réputation légèrement pendable. C'est ce qu'on appelle un fatal. À l'époque, dire corde sur scène, c'était s'exposer à une amende. Aujourd'hui, on n'est plus détendu. On vous demande juste de payer l'apéritif à toute l'équipe. Ce qui reste une sanction tout à fait dissuasive lorsque vous travaillez à l'Opéra de Paris, où l'équipe reste tout de même conséquente. Alors on évite. On parle de fil, on parle de gain, on parle d'autres choses, de machin qui pend, en fibre tressée, tout sauf le mot interdit. C'est un peu un jeu d'équilibre, dire sans dire, comme au théâtre finalement. Et puis heureusement, les traditions se perdent. Aujourd'hui, ça passe plus inaperçu, mais le mot reste interdit. Un peu comme Voldemort, avec moins de baguettes et plus de budget costume. Pas de corde sur scène, ok, mais pourquoi? Il y aurait trois explications. Coulisses des théâtres à l'italienne ressemblent furieusement à l'intérieur d'un voilier. Cordage, poulies, machinerie suspendue, cabestan, on s'y croirait, sauf qu'on y manœuvre des décors au lieu des voiles. Sur un bateau, le mot corde est proscrit parce que chaque lien a un nom précis. Drisse, écoute, auban, haussière. Dire corde, ce serait comme appeler tous les membres de l'équipage machin. Pas très pratique quand il faut réagir vite. Et comme ce sont justement des marins au chômage saisonnier qui ont trouvé refuge dans les cintres des théâtres, ils y ont amené leur jargon et leur superstition. Corde est devenu un mot interdit, même sur les planches. Donc on continue aujourd'hui à l'éviter, par respect pour la tradition, ou simplement pour éviter de déclencher une tempête dans les cintres. La raison numéro 2, c'est qu'historiquement, la corde était l'accessoire préféré des pendus. Ambiance. Et comme au théâtre, on est superstitieux, on s'est dit, laissons la corde au pendu et nous, contentons-nous du truc qui pend pas.
parce que pas pendu quand même, hein. On constate aussi de nombreux suicides par pendaison dans les théâtres, ce qui n'a pas aidé à réhabiliter la corde en tant qu'outil innocent. Et c'est d'ailleurs avec cette anecdote lugubre que Gaston Leroux a décidé de commencer le Fantôme de l'Opéra. Rien de tel qu'un petit suicide pour lancer une intrigue sympa. Bref, la corde, on la laisse au bourreau, nous on préfère les ficelles du métier. La troisième explication, étonnante, plus historique, plus récente, plus théâtrale. Elle serait née de l'opposition traditionnelle de la comédie française et du théâtre forain. Jusque la fin du XVIIIe siècle, le théâtre est un privilège qui n'est accordé que aux comédiens du français. Seule la comédie française peut avoir des acteurs sur scène qui parlent. Ailleurs, silence. On mime, on chante, mais on ne parle pas. Et voilà, sur les foires de Paris, les forains aimeraient bien quitter leur numéro de cirque. Réaction violente de la comédie française, qui leur demande donc de prouver qu'ils sont d'abord des gens de cirque avant d'être des comédiens. Résultat, pour pouvoir dire un texte sur scène, il fallait prouver qu'on savait marcher sur une corde, littéralement. Le nom de certains théâtres en garde des traces, avec par exemple le théâtre des Funambules, où l'on devenait acteur après s'être fait un col du fémur. Le temps passant, les forains sont de moins en moins forains et de plus en plus comédiens. Marcher sur une corde engendre des chutes violentes. Dans l'esprit des comédiens, la corde reste donc associée à la chute, à la douleur. On raconte que Jean-Gaspard de Bureau, au début du XIXe siècle, était un si malhabile danseur de corde, qui était un art de tradition familiale, qu'il tomba, se cassa la jambe et devint mime au théâtre des Funambules, un des plus grands mimes de l'histoire. La tradition s'adoucit, on se contente de toucher une corde du pied avant d'entrer en scène. Un geste humiliant, une mesure vexatoire, toujours imposée par la comédie française. Frédéric Lemaître, star du XIXe siècle, avait dû faire un saut périlleux avant d'entamer un nouveau spectacle au théâtre des Funambules. Premier casting vraiment physique. Cette pratique est si bien ancrée qu'un jour à la Comédie Française, dans Le Médecin volant de Molière, le mot corde figurant dans le texte fut remplacé par le comédien par le mot fil, et il refusa de jamais prononcer le mot fatal. Dans le vocabulaire du théâtre, les animaux sont extrêmement présents. Il y a pléthore d'animaux dans une cage de scène. On peut trouver par exemple des cannes, comme dans l'expression broder à la canne. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de texte et qu'on va laisser les acteurs improviser, donc cancaner. On aura des lièvres, comme la patte de lièvre, qui est un accessoire associé généralement aux actrices qui l'utilisent pour se maquiller. C'est donc la dernière chose qu'elles vont toucher avant d'entrer en scène. La patte de lièvre deviendra probablement la patte de lapin, un objet de superstition. Il y a aussi des dindons, comme dans l'expression dindon de la farce. Le plus célèbre étant la victime de Scapin, le dindon est aussi un emploi au théâtre. Mais qu'allait-il donc faire en cette galère? On va trouver des écureuils. Ce sont des machinistes qui travaillent dans les dessous et qui ont pour rôle de courir sur des roues, appelées cabestans, pour faire bouger des décors, des écureuils. Des ours, des loups et des chats. Beaucoup de chats. Des chats comme des vrais chats. Il y avait en effet autrefois dans les théâtres beaucoup de chats. Nous avons déjà parlé du mot qu'on n'a pas le droit de prononcer. Eh bien, ces cordes vont attirer énormément de souris dans les théâtres et dans les cages de scène, ensemble assez vaste, composé de 3 parties différentes, les cintres tout en haut, la scène elle-même, les dessous, eh bien, tous ces espaces vont regorger de fils qui autrefois étaient faits de matière naturelle, principalement du chanvre. Et le chanvre est aimé de nos amis les souris, qu'on va retrouver dans les dessous, accompagnés des écureuils.
à grignoter tous ces petits fils. On va donc embaucher des chats, des véritables brigades anti-souris qui sont chargées de chasser les souris du théâtre. Des vrais chats, des vraies souris et des petits rats. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Les Anglais ont aussi leur histoire de chat, mais dans un sens un peu différent. Au temps de Shakespeare, quand un chahut s'organisait dans un théâtre, il se faisait entendre sous la forme de miaulements de chat. On parlait alors de l'intervention de Mr. Miaou. Être sifflé se disait avoir Mr. Miaou dans la salle. Rossini aura lui aussi affaire à des chats, des vrais, hein, là encore, lors de la première de son Barbier de Séville. Les chats étant très présents dans les scènes, ils prirent l'habitude de venir participer au spectacle. Au cours de la première du Barbier de Séville, un chat va passer son temps à traverser la scène. Voulant le chasser, l'un des acteurs lui donnera un grand coup de pied, se prendra les pieds dans le chat, tombera par terre, se heurtera violemment le nez contre la scène et finira le spectacle, le nez ensanglanté, le nez patate et chantant un petit peu comme ça. Cela amusa beaucoup les spectateurs qui décidèrent de rappeler le chat en imitant le miaou du chat. À l'Opéra Garnier, nous avons aussi nos animaux, avec par exemple la salamandre qui fait partie du décor de l'opéra. La salamandre, c'est un animal qui ne périt pas dans les flammes, d'après la tradition ancienne. Or, les théâtres ont une fâcheuse tendance à brûler. La durée de vie moyenne de l'Opéra de Paris, c'est 13 ans. En moyenne, tous les 13 ans, le théâtre était détruit. La salamandre de l'opéra protège donc l'opéra de l'incendie. Et vous savez quoi? Ça marche. Ça fait 150 ans que l'opéra est là. On peut aussi trouver encore aujourd'hui des vrais animaux sur scène à l'opéra. Voici Easy Rider, tout droit venu de Sologne, un charolais qui a été utilisé pour un opéra sur la scène de l'Opéra Bastille en 2015. Il a été tellement bon qu'il a été embauché à Madrid, à l'opéra, pas dans les corridas. Les expressions sont la plupart du temps extrêmement imagées. C'est le cas, par exemple, de la lettre D, utilisée dans l'expression « déculotter la vieille ». Mais c'est quoi, la vieille? La vieille au théâtre, c'est la cage de scène. Et on la déculotte lorsque le spectateur est amené à voir ce qu'il ne devait pas voir. Quand le spectateur entre et que la mise n'est pas faite, ce qui est le cas ici à l'Opéra Bastille, quand une partie de la cage de scène est à découvert, on parlera de vieille déculottée. L'image proposée est celle de voir sous les jupes de la dame. On dit que l'expression vieille pour parler de la cage de scène viendrait des vaudevillistes et de l'époque des couchonneries. Et pour savoir pourquoi on dit jardin ou cour à la place de gauche et droite au théâtre, rendez-vous le 1er octobre avec l'AUAN pour le cycle sur les 150 ans de l'opéra